Tout se passe à la nuit tombée. Les bateaux arrivent au Bangladesh dans l'obscurité totale. Il faut attendre le petit matin pour que les silhouettes laissent place à des visages. Des visages d'hommes, de vieillards, mais surtout de femmes et d'enfants. Peux-tu prendre ce sac? Tiens-le comme ça, sinon ça va tomber. Ces réfugiés exténués sont des Rohingyas, des musulmans de Birmanie poussés à l'exode. Ils fuient la mort. Ici, ils sont désormais en sécurité. Le soleil se lève sur l'autre rive, en Birmanie. La rivière sert de frontière. En 6 semaines, côté Bangladesh, les pêcheurs ont vu traverser plus de 500 000 personnes. Et autant d'histoires dramatiques. Tout a été brûlé dans ce pays. Les gens ont été massacrés. Ils leur ont dit « foutez le camp ». Au loin, des colonnes de fumée s'élèvent d'un village birman. C'est ce que fuit la famille d'Haroun. Est-ce que vous pouvez m'aider à la lever? Il marche depuis 3 jours et 3 nuits. Avec son frère, ils portent leur mère blessée sur ce brancard de fortune. Les 2 sœurs suivent. Leur vie tient désormais dans quelques sacs. Leur village, Shahapurdia, a été attaqué au petit matin. L'armée birmane a ouvert le feu. 2 oncles, une tante et un neveu ont perdu la vie. Certains ont pu prendre la fuite, mais eux sont restés coincés avec la grand-mère, gravement touchée. Ici. C'est ici. Ah mon Dieu. Elle a vraiment failli y passer. Ils l'ont battue, ils lui ont donné des coups de pied dans le ventre et depuis elle souffre. Nous n'avons aucun médicament à lui donner. Au début, les militaires ont encerclé notre village, nous ne pouvions plus sortir. Les soldats se cachaient dans la jungle et quand quiconque essayait de partir, ils tiraient dessus. Après plusieurs jours sans bouger, sans manger, ils ont tenté leur chance et rejoint la frontière. Il leur reste un dernier bras de rivière à traverser avant d'arriver au premier village du Bangladesh. Mais la famille ne part pas au complet. Les 7 petits-enfants et 2 adultes ont disparu depuis l'attaque. Mes enfants étaient avec leur père et moi je suis restée avec ma mère. La maison de ma belle famille est dans le village d'à côté. Le village a été complètement brûlé. Nous les avons perdus, je n'ai aucune nouvelle. En quelques jours, toutes ces vies ont basculé. Peu importe où nous trouverons de la place, nous irons là-bas. Nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend. Mais rien, ni personne ne les attend. Haroun, sa mère, sa sœur, s'arrêtent à l'abri pour prendre un peu de repos. Derrière eux, c'est le chaos. En quelques semaines, l'armée birmane a brûlé 200 villages au moins et ouvert le feu sur ses occupants. Les seules images que nous possédons ont été filmées par des habitants, des Rohingyas eux-mêmes. C'était ma maison.
la zone est interdite aux journalistes. Les civils Rohingyas sont devenus des cibles, village après village. Au bord de la rivière, chaque jour, des corps sont charriés par le courant. Impossible de savoir combien de personnes ont été tuées. Plusieurs milliers, selon des rapports de l'ONU. En un mois, 1 demi-million de réfugiés sont arrivés au Bangladesh, installés dans d'immenses camps de fortune. Sur chaque colline, dans chaque espace, les survivants de ce qui ressemble à un nettoyage ethnique. Dans les camps, les moins chanceux s'entassent au bord des routes. Les autres, s'ils trouvent des bambous et un morceau de bâche en plastique, construisent des tentes que se partagent plusieurs familles. Une fois au Bangladesh, les Rohingyas sont livrés eux-mêmes. Et la mousson rend les choses encore plus compliquées. Nous n'avons ni eau, ni nourriture. Nous mourons de faim depuis hier, il n'y a rien à manger. Et nous n'avons pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. Est-ce que vous imaginez combien j'ai faim? Il a fallu plusieurs semaines pour que les distributions alimentaires commencent. Au compte-gouttes. Avec les arrivées quotidiennes de réfugiés, les besoins grandissent sans cesse. Ramot Ali tente de survivre comme les autres. Il est Rohingya. Chez lui en Birmanie, il travaillait pour l'ONG française Action contre la faim. Mais avec le début des combats, les humanitaires ont dû quitter le pays. J'ai vu par moi-même les tueries. Depuis le toit de notre maison, je pouvais tout voir. La fumée, ils brûlaient tout. C'était effrayant. Et ce n'était pas sûr de rester là-bas. Donc j'ai décidé de m'enfuir, de venir ici. Le jeune homme a une obsession. Comprendre. Qui a poussé son peuple à l'exode? Alors il passe de groupe en groupe pour recueillir des témoignages. Aujourd'hui, un de ses amis, ici en blanc, a organisé une rencontre avec d'autres Rohingyas. Tous vivaient dans le même village, Tolatuli. Il ne reste plus que 3 personnes dans sa famille. Tous les autres sont morts. Et chez lui, ils ne sont plus que 2. Tolatuli, 4000 habitants. Restera peut-être comme le nom du pire massacre perpétré par l'armée birmane. Tour à tour, ces rescapés vont livrer leur récit de cette journée. Tout commence le 30 août 2017, à l'aube, quand les soldats entrent dans le village. La situation était telle que nous ne pouvions nous enfuir ni par l'ouest ni par le nord. Ils nous encerclaient de tous les côtés possibles. Comme nous étions bloqués au milieu, nous avons sauté dans la rivière. Mais elle était si large que nous n'avons pas pu traverser. Quand ils ont vu que nous étions bloqués au milieu, ils ont commencé à tirer sur nous, l'un après l'autre. Les soldats tuent tous les hommes et les enfants. Avez-vous jamais vu quelque chose comme ça? Ils jetaient les enfants dans le feu, sous nos yeux. Certains enfants étaient jetés dans la rivière, d'autres étaient fracassés contre les murs jusqu'à ce qu'ils meurent. Cette torture, je l'ai vue sous mes yeux. Combien de Rohingyas ont-ils tué d'après vous? Je pense qu'au moins 1500 personnes sont mortes. Mais je ne suis pas sûr. Je n'ai pas pu compter tout le monde. C'est une estimation. Eux ont réussi à se cacher de l'autre côté de la rivière, à moins de 100 mètres, pétrifiés.
Les femmes ne sont pas tuées tout de suite. Mohamed Suleiman avait 7 filles. Elles ont connu l'enfer, comme sa femme. 4 d'entre elles sont mortes. Ils ont ramené les femmes dans les maisons, depuis la berge, et ils les ont violées. 3 de mes filles ont été violées pendant 4 à 6 heures. Les soldats se relayaient. Après le viol, elles ont été battues à mort, et ils ont laissé les corps dans les maisons et brûlé les maisons. 7 filles ont réussi à s'en sortir vivantes. Ce sont ces 7 filles qui nous ont raconté ce qui s'était passé, comment ils ont massacré et brûlé nos femmes. La maman de Nour Kaïda est morte ce jour-là. Du haut de ses 7 ans, la petite fille se souvient en détail de ce qu'elle a vu. Moi aussi, j'ai sauté dans la rivière. Ils ont pris ce qui était resté sur les berges et ils ont séparé les hommes et les femmes. Ils ont forcé les hommes à creuser un grand trou. Ils ont jeté les cadavres dans le trou. Ils ont mis de l'essence et tout brûlé. Ma maman me manque. Tous, dans ces immenses camps, racontent des histoires similaires, où l'armée est directement mise en cause. Mais qui a donné les ordres? Ramot Ali a rendez-vous avec un homme qui ne veut pas être filmé, un Rohingya comme lui, qui vient tout juste d'arriver de Birmanie. Cet homme remet à Ramot Ali un appareil photo et surtout une carte mémoire. Elle contient plusieurs vidéos filmées lors des attaques des villages de Rohingyas en Birmanie. On y voit surtout un hélicoptère. Regardez celui-là, en train de voler. L'homme qui a filmé cette vidéo m'a expliqué qu'après le passage de l'hélicoptère, 5 minutes après, le feu commençait à ravager les maisons. A-t-il vu quelque chose tomber de l'hélicoptère? Oui, il a vu quelque chose tomber de l'hélicoptère, mais il ne sait pas ce que c'était exactement. Et c'était un hélicoptère de l'armée? Oui, il a dit que c'était de l'armée. Selon lui, si des hélicoptères ont été utilisés, le plus haut commandement de l'armée birmane ne pouvait ignorer ces attaques. C'est une bonne preuve que ceux qui sont derrière l'incendie des maisons sont des militaires. C'est une bonne preuve. Les témoignages et les preuves disent tous la même chose. Les violences ciblées, la terreur, la destruction par le feu. L'armée birmane rend impossible tout retour au pays. C'est la définition même d'un nettoyage ethnique. Les experts de Human Rights Watch sont arrivés à la même conclusion. Pendant un mois, ils ont mené des entretiens dans les camps de réfugiés. Mais ils se servent aussi d'une autre technique, l'analyse des images satellites. Elle leur a permis de comptabiliser le nombre de villages brûlés, plus de 200. Leur enquête les a aussi conduits à Tolatuli. Voilà le village de Tolatuli, le site d'un des massacres les plus importants que nous ayons découvert pour le moment, avec le meurtre de centaines de personnes, commis par des soldats de l'armée birmane en uniforme. Nous ne parlons pas d'une foule en colère, mais bien de militaires en uniforme qui ont perpétré ces atrocités. Et pour cette organisation de défense des droits de l'homme, si l'armée est impliquée, il y a des ordres, un commandement, une hiérarchie qui doit être poursuivie devant les tribunaux internationaux.
Je fais des enquêtes sur des crimes de guerre depuis plus de 20 ans pour Human Rights Watch. Et certaines histoires que nous avons entendues ici sont les pires histoires auxquelles j'ai été confronté dans ma vie. C'est un conflit d'un genre extrêmement brutal, comme ce que nous avons pu voir au Rwanda ou encore en Bosnie. Les pays du monde doivent absolument se rassembler et agir pour arrêter ces atrocités. À la fois la violence pure et l'ampleur des massacres qui ont été commis en Birmanie nous indiquent qu'il s'agit de crimes contre l'humanité qui sont perpétrés. Il faut qu'il y ait une enquête et des poursuites qui soient lancées au niveau international. Mais au niveau international, il n'y a eu que des mots. Ceux de l'ONU d'abord. La situation semble être un exemple classique de nettoyage ethnique. Nous avons reçu des rapports troublants d'attaques des forces de sécurité contre des civils, ce qui est totalement inacceptable. Plusieurs chefs d'État utilisent des termes très forts. Les opérations militaires doivent cesser. L'accès humanitaire assuré et le droit rétabli face à ce qui est, nous le savons, un nettoyage ethnique. Mais rien ne change. La Birmanie balaie toutes les demandes de cessez-le-feu. Aung San Suu Kyi, ancien prix Nobel de la paix, chef de facto du gouvernement birman, rejette les accusations de nettoyage ethnique et promet une enquête. Nous voulons savoir pourquoi cet exode se produit. Nous voulons parler à ceux qui ont fui, comme à ceux qui sont restés. Pour comprendre cet engrenage, il faut remonter la route de l'exode. Depuis les camps de réfugiés au Bangladesh, repasser le fleuve frontière et rejoindre l'état de Rakhine en Birmanie. Cette région est peuplée par les Rohingyas, une ethnie musulmane, venue du Bengale il y a plusieurs siècles. La principale ville est aujourd'hui contrôlée par les forces de l'ordre. Tous les musulmans qui vivaient ici ont été déplacés de force dans des camps-prisons en périphérie. Les 3 mosquées ont été fermées et sont gardées en permanence. Pour nous, journalistes, il est interdit de quitter cette ville. Partout des barrages, nous ne pouvons pas approcher les Rohingyas qui habitent toujours la région. Est-ce que vous avez une permission ? Sans permission, vous ne pouvez pas passer, pas filmer non plus. Toutes les demandes de permission des médias du monde entier ont été rejetées depuis des semaines. Les gens disent que l'armée a brûlé des villages et tué les gens. Vous avez plus d'informations ? Je n'ai pas entendu parler de ça. Enfin, pas beaucoup. Mais cela, c'est de l'information militaire. Ne restez pas là. Le lendemain matin, entre 2 patrouilles, nous allons pourtant contourner les barrages pour nous rendre dans un des derniers villages Rohingyas de la région. Il s'appelle Katin Peak. 450 familles habitent ici. Ce village est identique à ceux qui ont été attaqués et brûlés. Des maisons en bois et des toits en tôle. Pour le moment, il se trouve en dehors de la zone des combats. Il a été épargné. Mais les habitants sont inquiets. Ils savent que partout ailleurs, des Rohingyas comme eux ont été tués ou ont dû s'enfuir. Kainton a 26 ans. Il est né et a toujours vécu ici. Il sera notre guide. Même s'ils ont pu rester dans leur village, les règles se sont durcies depuis 2012. Les règles d'une prison à ciel ouvert. Nous avons interdiction d'aller sur cette route. Et c'est la même chose pour tous les autres endroits, même si nous voulons y aller. Si quelqu'un nous voit sur la route, il va nous demander « Que fais-tu là ?» Et si nous ne pouvons pas répondre, nous serons frappés et la police va venir. Si nous nous trouvons sur la route après 18 h, ils nous demandent « Y a-t-il une raison pour que vous soyez là ? C'est quoi votre business ? Ce n'est pas votre zone. » Cette route, c'est pour les Birmans. Ils disent que nous sommes bengalis et que nous n'avons rien à faire là. Et ils nous insultent. Le jeune homme a décidé de prendre en charge l'éducation des enfants du village.
Depuis plusieurs années, les professeurs de l'État ont cessé de venir. Il n'y avait plus personne pour enseigner. Prenez vos livres d'anglais. Cette petite classe et ce professeur amateur, c'est tout ce à quoi ces jeunes Rohingyas auront droit. Il n'y a aucune place pour eux dans la société birmane. Même s'ils terminent l'école à 15 ans, et même s'ils réussissent ensuite l'examen d'admission, ils ne peuvent pas aller à l'université. Ils ne recevront pas l'autorisation de s'y rendre. Même avec un diplôme, le gouvernement ne leur donnera jamais de travail. Même avec un diplôme, leur vie ne débouchera jamais sur rien. Pour moi, c'est la pire injustice. Les bouddhistes, eux, ils peuvent apprendre dans les écoles, aller à l'université. Mais pour nous, c'est interdit. C'est la plus grande des injustices. Les bouddhistes, ils ont beaucoup de diplômes prestigieux. Nous, nous n'avons rien. Nous sommes complètement bloqués. Cette absence de futur, de projet, les enfants en ont conscience dès le plus jeune âge. Les enfants bouddhistes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les musulmans ne peuvent rien faire. S'ils nous voient, ils se moquent et ils nous frappent. Nous ne pouvons aller nulle part. Les discriminations sont quotidiennes et dans tous les domaines, semblables à la politique de l'apartheid d'autrefois en Afrique du Sud. Sauf qu'en plus, aujourd'hui, ce qui terrorise Kainton, c'est la violence qui se rapproche. Je suis inquiet que la violence arrive par contagion dans notre village. Là-bas, les gens ont été tués. Et s'ils ont survécu, ils se sont sauvés au Bangladesh. Mais pour nous, c'est trop loin. Nous ne pourrons pas fuir. Je pense qu'ils brûlent les maisons et volent nos biens parce qu'ils veulent que nous devenions leurs esclaves. Je pense que leur intention est de détruire les Rohingyas, de les faire disparaître. L'armée birmane n'est pas seule à mener ses raids punitifs contre les Rohingyas. Souvent, des villageois ont pris part aux attaques. Des Birmans chauffés à blanc par les journaux locaux, tous aux mains des militaires. Mais une autre institution extrêmement puissante dans le pays n'hésite pas à mettre de l'huile sur le feu. Il s'agit des moines bouddhistes. Voici Ashin Kumara, un sage, un religieux extrêmement influent. Il dirige 47 monastères comme celui-ci. Il se décrit comme un homme de paix. Ce hall, c'est pour la méditation. Et nous l'utilisons aussi pour les sermons. Un homme de paix qui s'affiche pourtant avec les plus hautes autorités militaires de Birmanie. Une fierté. Pour le moment, nous travaillons avec le gouvernement des provinces, de l'État et avec l'armée. Si nous avons le moindre problème, nous travaillons tous ensemble. Parce que nous sommes les mêmes. J'essaie de les conseiller au maximum. Avant que les attaques ne se produisent, nous avons reçu des informations top secrètes. Et nous avons averti les forces de sécurité pour qu'elles renforcent la vigilance. Le moine informateur a pris fait et cause pour l'armée birmane. Il rejette en bloc toutes les accusations de nettoyage ethnique. Donc les gens pensent que les musulmans sont persécutés d'après les informations internationales qu'on reçoit. Et les prix Nobel de la paix, comme Malala et Desmond Tutu, disent également la même chose. Mais sont-ils jamais venus ici? Sont-ils allés dans les villages? Ils n'y ont jamais mis les pieds. Mais plus encore, ils minimisent l'exode de ces musulmans qu'ils refusent d'appeler Rohingyas. J'ai beaucoup de doutes sur ce chiffre. 500 000 réfugiés. Comment un si grand nombre de personnes auraient fui le pays en si peu de jours? Même les Nations Unies et les ONG auraient besoin de plusieurs mois pour compter un si grand nombre de personnes. Comment le gouvernement du Bangladesh pourrait compter tous ces gens en une période si courte?
Et pourquoi tous ces gens s'enfuient? Ils fuient parce qu'ils étaient attaqués? J'ai beaucoup de doutes là-dessus. Nous sommes allés là-bas, nous avons vu ces réfugiés directement. Les camps sont énormes. Et chacun d'entre eux nous raconte la même histoire. L'armée de Birmanie, avec des uniformes, est venue à brûler les villages, tuer les hommes, violer les femmes. Pourquoi l'armée birmane a fait une telle chose? S'ils sont innocents, pourquoi les militaires brûleraient leurs maisons? Je pense qu'ils n'ont fait cela qu'aux terroristes. Les militaires et la police n'ont pas commis ces crimes brutaux. Vous savez, certains musulmans se battent pour eux-mêmes et leur peuple. Ils ont des plans, une stratégie. Certains ont même brûlé leur propre maison et ils se sont enfuis. La solution qu'ils prônent est radicale. La frontière avec le Bangladesh fait plus de 110 km de long. Il faut que nous construisions un mur sur au moins 65 km. C'est comme entre Jérusalem et la Palestine. Notre frontière n'a pas de mur. Nous avons juste des barbelés. Ce n'est pas suffisant. Oui, ils sont étrangers, des illégaux. Le moine répète en boucle ce discours de rejet. Très loin de l'image de paix de la religion bouddhiste. Sans aucune compassion pour les Rohingyas. Et le leader religieux a énormément d'influence, à l'intérieur comme à l'extérieur des monastères. Il partage ses idées avec la communauté bouddhiste, les fidèles, avec les jeunes recrues aussi. Par exemple, si dans un village, disons qu'il y a 100 personnes, et s'il y a un seul musulman dans ce village, le reste des 99 habitants aura peur de ce seul musulman. Quand va-t-il nous tuer? Quand va-t-il nous empoisonner? Bien sûr, c'est beaucoup mieux s'ils ne sont plus là. Le résultat d'années d'intolérance entre communautés. De lutte pour des terres, pour le pouvoir. Mais face à ce discours radical, et après des décennies de discrimination, certains Rohingyas ont décidé de se rebeller, de se battre pour leurs droits. Fin 2016, ils ont formé une milice armée, la voici. Elle s'appelle Arsa. Ils sont une poignée, 4 à 500 personnes, équipées de couteaux et de bâtons, de quelques fusils aussi. Est-ce que vous me comprenez bien? Tant que nos droits élémentaires sont bafoués, nous n'arrêterons pas le combat. Le 25 août dernier, ils ont pris d'assaut une trentaine de postes de police et tué au moins 12 membres des forces de l'ordre. C'est cette attaque qui a déclenché les représailles de l'armée birmane contre les villages. Depuis, les membres d'Arsa se cachent. Nous avons retrouvé l'un d'entre eux, Faisal. Il dirigeait un groupe de 80 combattants. Sans montrer son visage, il reconnaît avoir attaqué l'armée birmane et avoir échoué. Nous n'avons jamais reçu les armes promises par nos chefs. Les militaires et les policiers nous ont pris en embuscade et nous ne pouvions plus avancer. Comme nous n'avions pas d'armes, nous n'avons pas pu nous battre. Quand ils ont commencé à tirer, il n'y avait rien à faire d'autre que de s'enfuir. Je n'avais qu'une machette et un long bâton en bois, c'est tout. Ils racontent qu'ils ont opté pour la violence quand ils ont compris qu'ils n'obtiendraient jamais gain de cause, qu'ils seraient toujours humiliés, persécutés. Je ne pense pas être un terroriste. Je suis Rohingya. Je vis dans un village de Rohingyas. Pourquoi voulez-vous m'appeler terroriste? Nous sommes des êtres humains, comme vous. Nous voulons juste nous battre pour nos droits, pour que notre peuple vive enfin en paix. C'est tout. Je demande au monde entier, n'avez-vous pas vu les atrocités qu'ils nous infligent? Où puis-je aller pour demander justice? Qui va écouter notre voix? Même si nous n'avons pas gagné ce combat, au moins aujourd'hui les gens parlent de nous. Le monde sait qui sont les Rohingyas. Et c'était aussi un de nos objectifs. Dans les camps du Bangladesh, Nour Qaïda et son papa marchent depuis 2 heures.
La petite fille de Tola Tuli, qui a vu sa mère assassinée sous ses yeux, ne lâche pas son père d'1 centimètre. Un ami les a prévenus. Certains de leurs proches auraient survécu au massacre. On m'a dit qu'il serait par là. Un espoir fou, après des semaines de cauchemars. Et finalement, au hasard d'une allée, Ne pleure pas. cette jeune femme en larmes est la cousine germaine de Nour Qaïda. Vous êtes les seuls qu'il me reste. Elle pensait être la seule survivante de la famille. Quand les soldats nous poursuivaient, j'ai réussi à m'échapper, mais mes parents ont été massacrés. Nous avons vu beaucoup d'autres personnes tuées et brûlées. Aujourd'hui, enfin, je retrouve mon oncle. Enfin. Nous sommes arrivés ici il y a 1 mois. Pour la petite fille, cette rencontre est une lueur d'espoir au milieu de l'enfer. Je suis quand même très heureuse aujourd'hui. Mais je pense à ma maman tout le temps. Elle me manque toujours autant. Je peux pas manger, j'ai plus personne pour prendre soin de moi. La génération de Nour Qaïda grandira probablement dans ces camps. Son père sait qu'il n'a rien d'autre à lui offrir. Comment voulez-vous que je pense à l'avenir? Que dois-je faire avec ma fille? Comment puis-je la sauver? Si un jour nous obtenons le droit de rentrer au pays, nous voulons rentrer chez nous, dans notre maison. C'est la seule chose qui compte à présent. Un retour en Birmanie semble pourtant inconcevable aujourd'hui. Les Rohingyas n'ont même pas de papier. Les autorités birmanes leur ont toujours refusé la citoyenneté. Combien de temps vont-ils vivre sous ces bâches en plastique? 1 demi-million de personnes sur quelques kilomètres carrés. La tragédie du peuple le plus persécuté au monde.